Salut à tous, épisode 8 avec Gazprom, cette équipe qui nous surprend, moi en tout cas le premier. Lutsenko sort d'un Tour de France exceptionnel. Il sera bien difficile à re-signer Lutsenko quand il aura, je sais pas moi, à peu près 31 ans là. Peut-être que ce sera le moment de lui dire bye bye et un grand merci pour ce que tu nous as offert sur le Tour de France 2022, parce que avec une telle victoire, ça va être 100 000 par mois. Hein. En tout cas, on peut penser que ça a parfois une influence sur les choses. Je vais vous proposer du recrutement sur cet épisode. Vous voyez, on n'a quand même pas beaucoup de victoires sur l'année. C'est très bien comme ça. C'est une carrière qui est difficile la plupart du temps, même si le Tour de France nous a souri. Au niveau des objectifs et du sponsor, on va avoir nos 172 000 par mois, c'est une évidence, avec la réussite qu'on a pu avoir ici et là sur les objectifs jusqu'à la fin juillet. Et puis donc, ce que je vais vous proposer là, ça va être vraiment du recrutement. Vous voyez, on est après le Tour de France. Il y a quand même un petit rendez-vous sympathique. C'est la Classica San Sebastian. Je vais changer le variant. J'ai mis le variant Mendia. On sait que, moi je vous l'ai déjà proposé. Je trouve ce variant vraiment très très joli. Allez, c'est parti. 31 juillet, avant de jouer la Classica San Sebastian, bien sûr, il y a la resignature avec le sponsor. Il est hors de question de changer de sponsor à ce moment-là, en tout cas. Et même je crois pas vraiment que ce soit l'idée dans cette partie-là. On va donc poursuivre avec le budget imparti. Vous voyez, les territoires importants, il n'y a uniquement que Russie sur le panel. Voilà, je ne sais pas à ce stade-là jusqu'où j'irai au mois d'août, mais ce qui est clair, c'est que on ne rate pas la Classica San Sebastian. Équipe quasi similaire à celle alignée sur le Tour de France. Je crois qu'il manque juste un équipier que j'ai pas emmené là, puisqu'on joue à 7 coureurs et non pas à 8. Et quand on voit Godu, Ciccone, Yukarsi, Kwiatkowski, Mohoric, Bardet, Vingegaard, notamment, on se dit, mince, il y a un coup à jouer. Il n'y a pas Julien Alaphilippe, il y a pas, notamment Tadej Pogačar. Peut-être que ça nous confirme ici qu'il a terminé le Tour de France avec peut-être une fatigue assez immense. Bref, quoi qu'il en soit, Roglic n'a pas l'air remis. Enfin bon, on aurait pu avoir la présence de ces mecs-là, qui auraient pu être assez concurrentiels, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera pas le cas. Donc ici, j'ai hésité. Vous voyez, avec Lutsenko à +1, Moscon à 0. Je pense que les deux cartes peuvent être jouées sur ce coup. Et j'ai hésité assez longtemps, vous allez voir. Vous allez voir que y avait matière à réfléchir. Biryukov, si par exemple ce petit russe s'était retrouvé avec un +4 ou un +5, j'aurais peut-être même joué pour lui. Là, c'est pas le cas. Donc on l'utilisera, tout comme on utilisera Alessandro Covi, tout comme Michael Gogel sera très très précieux, probablement. En tout cas, regardez, voilà, j'ai conservé pour Gogel, c'est un peu terminé, mais on est à 50 bandes de l'arrivée. Il y a eu beaucoup de coureurs éliminés. Le groupe des favoris s'est beaucoup réduit au moment où Hugh Carthy est pourchassé par Quinn Simmons. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ça va s'exciter ici dans les 30 derniers bornes avec David Gaudu notamment, qui a accéléré. Non, c'est Pinot, excusez-moi, je suis désolé. Simmons semble avoir des jambes de feu. Ciccone, méfions-nous de Giulio Ciccone qui semble avoir un bon jour. Regardez, il relance après qu'on ait roulé. Et donc, je vous disais que j'étais en hésitation. Allez, l'hésitation elle est tranchée. Gianni Moscon, on va lui demander de rouler pour Alexei Lutsenko. Là encore, il faudra à un moment donné rembourser Gianni Moscon pour tous ses efforts consentis dans un seul sens. Mais il aura son heure. On a notamment Paris-Roubaix le 3 octobre. Allez, c'est parti. Une fois que Gianni a produit un effort très très intense,
On essaye de libérer Lutsenko ici à un petit peu moins de 20 km de l'arrivée. On va essayer d'attaquer comme ça de loin. Attendez, c'est pas fini. Il va pas y aller comme ça tout seul. C'est très très clair. On va avoir des petites contre-attaques dans un deuxième temps. Même si après Lutsenko sur ce type de finale pourrait être capable de terminer solo. Hein. Vous voyez, il y a quelques coureurs comme ça qui ont suivi. Et le troisième groupe avec Moscon, on a encore Mohoric, on a encore Großschartner. Et derrière Lutsenko, regardez qui est-ce qui va rentrer. C'est Dan Martin qui va rentrer. Et également Ciccone qui va rentrer. Voilà. Et on aura aussi David Gaudu. Attention, hein, il faut prendre les bonnes roues. Dan Martin, bah écoutez, semble être une bonne roue. Ciccone également. Et regardez, là-dessus, Bardet et Gaudu vont un peu accuser le coup sur cette accélération ici de Dan Martin. Réaccélération encore de Giulio Ciccone, énorme. Hein. Mais moi, je m'accroche à la roue de Martin parce que j'ai plus grand-chose. Et on va, comme ça, se retrouver avec une trentaine de secondes d'avance. 3 hommes, 30 secondes, une descente et un léger faux plat descendant. 40 secondes à présent sur le groupe de poursuivants. Ah, ça semble bon là. Hein. Ça semble bon, ça va se jouer à 3. Normalement, entre les 3, celui qui va le plus vite, c'est Alexei Lutsenko. Donc il faut essayer de choisir la bonne roue. Alors, comme Ciccone m'avait quand même l'air en grosse canne, je le crains davantage que je ne peux craindre Dan Martin. On va donc garder sa roue. Derrière, ouais, c'est condamné. Hein. Ils rentreront pas. C'est-à-dire, on peut se permettre en plus de se reposer un petit peu dans les tout derniers kilomètres qui précèdent le sprint. Allez, Ciccone qui lance, flamme rouge. Lutsenko va-t-il prendre ici le meilleur? Et oui, donc avec son joli maillot de champion du Kazakhstan, Alexei Lutsenko vient comme ça prendre la Classica San-Sébastien. Ah là, honnêtement, c'est une pure saison. Pure saison pour Lutsenko. Ça dépasse même mes attentes, hein, très très clairement. Même cette classique à Saint-Sébastien, je ne m'attendais pas du tout à la prendre. Ouais, super. Bon résultat. Un petit peu d'argent, même si maintenant on le regarde un petit peu moins, depuis qu'on a gagné environ 600 000 sur le Tour de France. C'était là encore un petit peu miraculeux. Voilà, on voit quand même que c'est assez net. Et c'est pas forcément Ciccone et... J'allais dire Woods. Non, Ciccone et Dan Martin sont pas vraiment les deux mecs qui vont nous faire très très peur sur une arrivée à 3 comme ça avec Alexei Lutsenko. Hein. On va pas se mentir. Allez, on passe au marché des transferts le lendemain. Alors, je ne vous promets pas Wout van Aert, Pogacar et Julien Alaphilippe. Hein. Je crois qu'on a bien compris quel était le projet. C'est pas du tout l'esprit. Puis de toute façon, c'est hors de budget. Puis en plus, les mecs sont même pas en fin de contrat. Non, nous, notre cible, la toute première cible, c'est évidemment le Hongrois Attila Walter, qui donc voilà a passé ici sa saison chez Groupama FDJ, celle d'avant également, et qui a été, je dirais, un peu mal utilisé dans les courses auxquelles j'ai pu participer. Je trouvais que c'était pas génial la répartition des leaders chez Groupama FDJ, mais c'est comme ça. Et nous, on va essayer de proposer un deal en leader absolu, hein, bien sûr. Il sera leader sur les grands tours. Hein, Attila Walter, il aura au moins 2 spots par an, je pense. En tout cas, au moins un spot de grand tour par an garanti. Vous voyez, le salaire, ça bloque. Il va falloir monter. Sans cela, on va l'énerver. Il en manque un petit peu à 27 500. La négo est tendue. Hein, j'ai pas non plus envie que ça s'échappe. Hein, et donc, on va se mettre d'accord sur 28 500 par mois. J'en suis au stade, moi, où je compte même les 500. Tellement, mine de rien, même si on a pris une grosse bouffée d'oxygène avec le Tour de France, on aura quand même à surveiller les finances de manière très très régulière. Ma deuxième cible, ça je l'ai déjà dit à l'avance, etc., c'est d'avoir un sprinter. En l'occurrence, c'est Simon Pézek, le sprinter tchèque, dont vous avez les notes qui sont apparues à l'écran. Vous voyez, il veut dans les 18 000 environ. Moi, je vais lui proposer un rôle de sprinter absolu sur 3 ans, et j'aimerais bien qu'on baisse un petit peu le tarif.
si c'était possible, de gratter quelque chose. Vous voyez, 15 000 par exemple, ça n'est absolument pas envisageable. 16 000 non plus. Donc il va falloir monter à 17 000. Mais je crois qu'on ne pouvait pas l'avoir en dessous de ce prix-là. Vous voyez, ça fait déjà 45 000 par mois ce qu'on vient de signer. Ce qui veut dire que ça nous bouffe déjà une grosse partie de la marge financière qu'on avait pu réussir à dégager grâce à l'augmentation du financement offert par le sponsor. Surtout que dans la foulée, il y a encore plein de cibles là. Hein. On va voir, hein, on retournera sur cet écran un petit peu plus tard. Il y a quelque chose dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps, dans certains épisodes en tout cas, c'était le fait que j'avais une équipe de jeunes dont je voulais me servir en fait. Il y avait quelques contrats en Gazprom U23 que je voulais convertir. Là par exemple, si on fait une recherche par russe, on s'aperçoit qu'il y a quand même très peu de candidats bien sûr sur cette intersaison. Le cyclisme russe n'est pas encore très développé. Je dis pas encore parce que si on se débrouille bien et qu'on a de bons scouts au moment de créer les équipes U23 chaque année, on pourrait arriver à avoir un joli cyclisme russe. Ce serait amusant dans cette partie. Regardez, quand on va chez les U23, il y a plusieurs individus. Lui par exemple, ce Rodionov, il a progressé de manière vachement sympathique au cours des derniers mois. Il a une vingtaine d'années et son profil peut nous permettre, on va dire à minima, d'être un bon équipier sur des pics de forme bien sentis. Le mec peut être un bon équipier de grand tour. Et puis si ça se trouve, il possède un potentiel inouï. Et il va peut-être nous surprendre. Hein. Attention sur la négo, là encore, je suis un peu ric-rac, quoi. Vous voyez, même 6000, ça ne passe pas. Après, ça, c'est extrêmement bon signe. Hein. Certes, il est à 73 d'overall, mais devoir le payer, vous voyez, je vais devoir monter jusqu'à 8000. Devoir le payer 8000, ça dépasse même les 50K par mois à ce stade-là, mais surtout, c'est peut-être le gage d'un très bon futur coureur. À voir. Il faudrait pas se retrouver 2 années plus tard, vous savez, avec trop de mecs qui sont leaders et finalement on est sur une armée mexicaine quoi. Donc avec que des chefs et personne pour les servir. Donc tout ça me donne envie en même temps. Bon, évidemment, on va continuer sur les U23. Hein. On va pas s'arrêter là, mais me fait réfléchir. Je me dis, mais non, ne blinde pas trop cette équipe, sinon ça va être nul à jouer. Il faut rester, on va dire, modeste à un certain niveau. Costin est ma deuxième cible de l'équipe U23. On est sur un coureur qui est un petit peu plus polyvalent à ce stade. Il y aura peut-être une spécialisation qui va arriver avec un entraînement qu'on choisira à partir du 25 octobre, au moment des signatures. Voilà, Vassili Costin. Déjà, lui, il demande un salaire largement inférieur, ce qui laisse éventuellement penser qu'on n'est pas en présence d'un crack absolu. Mais si ça nous fait un très bon équipier, c'est très bien, il en faut. Et il me faut un contingent russe assez important. Konstantinov, Georgi de son prénom, pareil, 3 ans, équipier, on voit si ça passe à 2005, ça passe pas, il faut augmenter un petit peu, mais c'est du bon produit U23, fait maison, on est plutôt content. Puncher, écoutez, de toute façon il me faut de tout, hein. Il me faut de tout, et certains de ces jeunes-là possèdent aussi un petit avantage, c'est que leur note en pavé, vous voyez, n'est pas dégueu, parce que il faut aussi que je pense quand même à apporter un soutien relativement de qualité à... Lui, il est catégorisé comme sprinter, c'est rigolo, c'est peut-être lié à son gabarit. 1m88, machin truc. Il faut quand même que Gianni Moscon puisse se faire plaisir sur les Flandriennes. Et à partir de là, il ne faut pas que j'ai que des types qui ont 60 en pavé, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sinon, on va être en souffrance totale, même s'il y a Michael Gogol ou Lutsenko qui peuvent filer un coup de main. C'est bien d'avoir des équipiers qui ne sont pas éliminés à 100 bornes de l'arrivée. Donc, 4e jeune U23 signé, c'était Mikheyev. Et on va aussi aller sur ce dénommé Marchenko. Marchenko,
Euh, Sachant que d'autres profils en fait sont nettement moins intéressants parce qu'il y a des gros trous sur certaines statistiques, sur certaines notes. Et ça, du coup, ça m'intéresse clairement moins d'avoir des types moins polyvalents. J'ai besoin de polyvalence quand même, parce qu'on s'oriente vers un effectif à maximum une vingtaine de coureurs. Et à ce stade-là, je me dis, il faut quand même avoir un peu de polyvalence pour pas se retrouver quand même dans la situation galère par moment au niveau de la planification que j'ai pu avoir l'année présente, quoi, hein, au début 2022. Le petit Marchenko demande par exemple 3000. Eh ben, peut-être que ça nous cache une progression pas dégueulasse, ça, pour un coureur qui a 68 d'overall. Ce sera donc voilà, la 5e recrue issue de U23. À ce moment-là, Walter, vas-y mon grand. Regardez ce qui va se passer, c'est amusant. Pézek, je ne peux déjà plus le signer. Alors là, on a une solution pour ça sur PCM. Parce que bon, c'est bien gentil, mais je veux bien respecter un petit peu les budgets. Mais je veux pas me faire avoir non plus, surtout que j'ai pas mal de trésorerie. Il faudrait aussi que l'argent serve à quelque chose dans ce jeu. Il sert, mais si c'est uniquement à pouvoir contempler et qu'on n'est pas en négatif, ça me suffit pas en fait. Je vais devoir donc opérer un petit truc que j'aime pas trop faire. Mais bon, il faut bien vivre. En fait, il y a des entraîneurs qui vont nous quitter. Et puis on renouvellera le panel d'entraîneurs là après avoir réalisé nos petites opérations, vous voyez. Donc ici par exemple, quand on regarde, on va pas trop regarder la ligne de Scaroni, mais par contre je vais regarder la ligne de l'ami Lutsenko qui a 4 étoiles de satisfaction, ce qui laisserait quand même un peu penser qu'on devrait se séparer de son préparateur pour en prendre un. Après, moi, celui sur lequel je vais me contenter... De toute façon, je vais tous les virer à la fin. Je vais être obligé et je vais devoir en recruter d'autres. J'ai viré l'entraîneur italien parce que c'est lui qui gagnait le plus et il me bloquait au niveau d'acceptation de ses transferts, de ses recrutements. Et voilà, c'est les petites difficultés du jeu... où vous avez l'argent, en fait, techniquement, vous avez le budget, vous pourriez payer les gars, puis vous retrouvez à devoir licencier, parce qu'en fait, le salaire du staff est compris dans le salaire global, dans le budget global, ce qui est quand même un petit peu ambigu, je trouve. Bon, on fait avec. Ça n'est pas nouveau hein, sur PCM. Ça dépend des années, en fait. Il y a des années où on peut même aller jusqu'à dépasser notre budget, ce que je trouve plutôt pas mal. Et puis, il y a d'autres années où on peut pas dépasser. Et puis on est obligé d'utiliser des petits artifices comme ça, voilà, Marchenko. Vous voyez, j'ai dû virer plusieurs staffs pour pouvoir signer ne serait-ce que mes 7 premières recrues. Là, vous apercevez ici Walter Pézek, Bodionov, Kostin, Konstantinov, Mikheyev et Marchenko. Et puis, bon, écoutez, bon an, mal an, on va passer 1 ou 2 jours plus tard, hein, histoire de valider tout ça. Regardez un petit peu. Il y a quelqu'un en fait que j'avais rajouté un petit peu tardivement sur ma liste parce que j'ai très bien compris que Bisseger c'était complètement hors budget. Je crois avoir compris que Mikkel Bjerg c'est exactement la même chose. Donc je vais prendre quelqu'un qui est un petit peu en dessous mais qui a quand même un profil relativement similaire parce qu'il pourra nous apporter en contre-la-montre et c'est un rouleur et il n'est pas non plus dégueulasse sur plusieurs autres types de statistiques, de notes. J'ai parlé d'Antonio Tiberi, donc on va aller chercher chez Trek Segafredo ce coureur. Il va falloir là encore sortir un petit peu d'argent. On va devoir aller proposer 12 000 pour que le mec accepte. Voilà, attention, c'est bon. Donc sa polyvalence et puis le fait qu'il y ait une petite filière italienne, ça on est je dirais presque dans l'esprit Gazprom, parce qu'il y a des Italiens chez Gazprom, même IRL aujourd'hui. Donc bon, petit coucou à Velasco qui a gagné l'autre jour. Donc petite filière italienne, bon, on fait avec. Vous voyez, je mets plein de filtres en fait en dessous. Là, j'essaie de voir ce que je pourrais trouver comme hongrois, comme tchèque, comme italien, comme russe, bien sûr. Et je vais tomber sur ce type, en fait, qui s'appelle Savan Novikov, qui, lui aussi, en fait, par ce profil, me paraît, en fait, très intéressant. On fermera les yeux sur la note de pavé,
Je déteste ces trous-là, mais honnêtement, le reste me plaît. Et on va commencer un petit peu à négocier avec ce coureur de 23 ans pour voir si éventuellement il ne pourrait pas nous rejoindre. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Ouais, j'ai viré tout mon staff. Pour ça, vous voyez, staff 0 par mois, en fait. Salaire m'inquiète. Bah oui, parce qu'en fait, si à 23 ans, avec cet overall-là, qui est assez moyen, hein, somme toute, mec veut 2500, c'est qu'on n'est pas non plus en présence d'un crack, mais comme je disais, c'est peut-être pas le but non plus, on a besoin d'avoir pas mal d'équipiers. Et d'ailleurs, le Tchèque Matthias Vacek sera conservé à ce titre-là, au titre d'équipier également. Donc il me faut beaucoup de soldats et quelques chefs. C'est un peu ça l'esprit. Et on a vu que ça pouvait relativement bien fonctionner en fait dans ce jeu, d'avoir pas mal de soldats et quelques chefs de vraie qualité. On en a déjà 2 là, mais en fait on a aussi Walter bien sûr, et ça pourrait être décisif. Peut-être Galkuk peut encore progresser, il y a pas mal de choses. Je suis allé ensuite, donc vous l'avez compris, sur l'écran des coureurs déjà sous contrat en 2022. Regardez qui est-ce que je pouvais prolonger. Quelqu'un comme Nekrasov m'intéresse. Il y a une prime également au fait que le type soit déjà chez Gazprom. Donc autant qu'à faire, conservons ce coureur. Donc Nekrasov est conservé. Par contre, je propose quelque chose de court dans un premier temps, voilà, quitte à monter un petit peu le salaire. Vous voyez, c'est toujours tendu, hein, on perd des petits 500, des petits 1000 par là, mais c'est pas grave, tant pis. Allez, on va lui filer une deuxième année peut-être à ce gars-là. Non, allez, on reste sur 1 an, puis on verra bien l'année suivante si les régènes en fait sont pas déjà un peu meilleurs que Nekrasov. Donc c'est pour ça que je ne lui donne qu'une année en fait à ce grimpeur russe. Dans le registre des mecs qu'on va quand même que je vais re-signer, hein, à qui je proposais la prolongation, il y a le petit Kuzmin. Oui, celui-là j'ai envie de le garder, déjà parce que comme ça fait un camarade kazakh à Lutsenko. C'est bien qu'il soit pas seul. J'aime bien en fait qu'il y ait des groupes de 3 minimum. Alors vous verrez que ce sera pas le cas pour les Kazakhs, parce que j'aurai pas l'argent pour aller chercher un Pronsky ou quelqu'un comme ça. Mais j'aime bien qu'il y ait des petits groupes de 3 ou de 2, mais j'aime pas trop quand c'est 2. Cela dit, le championnat de Kazakhstan, je peux pas le jouer là, sous cette DB, donc c'est pas grave. Pour pouvoir justement accompagner un coureur sur des petits championnats nationaux. Voilà, la petite homogénéité des nations. On essaie de pas trop exploser. Aussi au niveau de la diversité. Je reste très slave sur ce coup-là, à part l'Italie. Kuzmin, vous voyez, c'est marrant, il a vraiment des mauvaises notes, hein, Kuzmin, et il veut quand même plus que 2500. Il n'est pas, il est un petit peu gourmand le bougre, mais c'est parce qu'il est mécontent en fait. L'année s'est très mal passée de son point de vue. Le moral a une petite influence, hein. On le sait sur tout ça. Là, on va essayer de prolonger un petit peu tout ce monde-là, enfin de confirmer les signatures, excusez-moi, voilà. Donc Vacek, Nekrasov, Kuzmin, il y a plusieurs qui sont comme ça conservés. C'est marrant, sur le Tour du Tas, j'en profite là, parce que c'est ça qui apparaît à l'écran, Galkuk, il a gagné une étape. C'est énorme, c'est sa première victoire de la saison à Galkuk, en simulation bien sûr, hein, je ne l'ai pas joué. Donc intéressant. Puis la dernière petite piste que je vais un petit peu explorer, c'est la piste serbe. Parce qu'en fait, il y a quelques coureurs que j'ai repérés, serbes, qui me plaisent bien. Notamment ce Vinkovic là, classique du Nord. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui présente de l'intérêt sur les pavés. Je vous dis, je veux entourer Moscone quand même avec des coureurs qui soient un petit peu meilleurs que ce qu'on avait déjà. Alors vous voyez, pas folichon non plus, là encore 2500, mec accepte tout de suite, statut d'équipier, c'est pas Van Aert, hein, mais c'est quand même pour moi un mec qui sera intéressant dans l'effectif. Et puis il y avait ce type que j'avais repéré depuis pas mal de temps, c'est un puncher serbe, s'appelle Tadic,
Et, euh, et là, je me dis que ça pourrait faire un associé à Biryukov pour aller jouer un meilleur rôle sur Ardennaise que ce qu'on a pu avoir en 2022, où certes l'Amstel a été une réussite, mais en revanche sur les courses comme Liège ou comme la Flèche Wallonne, on a été relativement fantomatique. Je crois qu'on a juste été capable de choper top 10, mais pas davantage. Alors qu'à la base, on a quand même une équipe de punchers. Même si bon, les pics aussi étaient terminés et tout, j'ai dû jouer vachement serré. On avait un peu plus visé Tirreno et le début des classiques, notamment même les pavés. Voilà. Donc on essaie de pallier par ce recrutement-là à pas mal d'insuffisances qu'on avait. Le tout en gardant pas mal de modestie parce que l'argent, vous allez voir que déjà là, j'ai dépassé un peu mon budget. Déjà, sur ce recrutement-là, j'ai pris 14 types, on en avait 6, on a donc 20 coureurs. J'ai 30 000 par mois de surbudget, ce qui veut dire qu'on perdra, quoi qu'il arrive, 360 000 sur l'année 2023 en salaire supplémentaire, mais normalement on peut se le permettre, vu les finances. C'est pour ça que je me suis permis de dépasser légèrement. Walter sera vraiment un gros espoir. Pézek nous rapportera, je l'espère, pas mal de victoires. Et puis pour Moscon et Lutsenko, on va avoir des objectifs qui sont un petit peu plus ciblés. Avoir également la progression de quelqu'un comme Galkuk, parce que je pense qu'il en a un petit peu sous la pédale. Et puis je vous disais, les petits punchers là, je pense qu'il y aurait moyen de peut-être bien faire avec eux. Voilà, donc des nationalités qui sont faciles à identifier. J'aurais adoré prendre un capitaine de route comme Zdenek Stibar. J'aurais adoré peut-être même en recruter quelques autres assez sympathiques. Mais voilà. Là, il y a 2 ans qui s'annoncent, en fait, où quasiment tout le monde est sous contrat. Je crois qu'il y a 1 ou 2 mecs qui sont plus sous contrat en 2024 par rapport là à ce qu'on aperçoit. Mais en fait, cet effectif, il va pas changer. Il va pas changer pendant 2 ans. Ça, c'est sympa. Après, il y aura vraiment un gros rebattage de cartes sur l'année qui va suivre. Donc voilà, c'est un petit peu ça le projet. Tout en sachant qu'en faisant ça, on a dit adieu à prendre quelques Suisses, prendre quelques Danois. C'est pas dans cette partie qu'on relancera Vingegaard et capitaine de route, bye bye, on n'a pas les moyens et ça coûte beaucoup trop cher, que ce soit Maïka ou Stibar, par exemple. J'ai ensuite été, du côté, on parlait de Maïka, du côté du Tour de Pologne. Je vous le présente pas souvent. Finalement, dans cette partie, les courses World Tour par étape qu'on aura proposé cette année-là, ça aura été Tirreno, Dauphiné et Pologne. Ça tombe bien puisque Dauphiné et Pologne, je les montre peut-être pas à chaque fois, ce qui est dommage d'ailleurs. Pologne est un tour toujours très intéressant, plutôt accessible aux punchers. Ça tombe plutôt pas mal. On est au stade de la saison où en fait les 2 seuls objectifs réels au niveau des courses d'un jour désormais, ce sont évidemment Paris-Roubaix et le Tour de Lombardie, mais ça aura lieu en octobre. Donc on a un petit peu le temps. Et c'est aussi l'occasion de tester un peu sans pic de forme cette équipe. Voilà, donc j'ai scindé mon effectif en 2 parties. Il y a ceux qui sont sur la Vuelta, que je vous montrerai sûrement, on enverra des morceaux à l'épisode prochain. Et puis il y a les 7 qui sont alignés ici. Nous n'avons pas de blessés actuellement, ça tombe bien. 7 plus 8 égale 15. Je rappelle qu'on joue avec 15 coureurs seulement cette saison 1 en World Tour, qui n'était pas prévue au moment où j'ai fait le recrutement, où je pensais faire une saison en Conti Pro pour essayer de monter en puissance. Mais en fait, le hasard des indices en avait décidé autrement. Voilà, donc de manière assez modeste, on va essayer de se mêler au sprint. On a décidé que c'était, pour ce tour de Pologne, c'était Biryukov, le jeune puncher russe, qui serait notre carte au sprint. En fait, nous n'en avons pas vraiment. Pour ça que le sprinter tchèque précédemment là, a été recruté, je l'ai dit déjà. Et
on n'a aucune vraie carte au sprint. Par contre, ça n'empêche pas de s'amuser un petit peu à fabriquer un petit train pour voir à quel niveau est-ce que Biryukov peut aller perturber tout ça. Pendant ce temps, je cale Lutsenko dans une roue correcte, on va dire. C'est une roue dont j'estime que le coureur ne se prendra pas une cassure. Donc ici, on a le choix. Hein. On peut prendre Bernal, on peut prendre Wout van Aert, on peut prendre divers coureurs comme ça, Pidcock éventuellement. Il y a un plateau qui est plutôt relevé. Ça fait plaisir en fait de retrouver Van Aert qu'on n'avait pas eu sur le Tour de France. Et franchement, j'en étais bien déçu parce que quelque part, il aurait rendu le Tour de France qui a précédé, je pense, encore plus intéressant à jouer. Et peut-être, qui sait, il se serait peut-être mêlé à la victoire. Ça aurait été rigolo. Ok. Étape 3. C'est encore du sprint. Donc c'est pour ça que je fais des résumés qui sont très très courts. On a un beau plateau, hein. Merlier, Démare, Ballerini, Bauhaus. Il y a quand même du très très bon sprinter. Après, forcément, il n'y a qu'un seul vainqueur à chaque fois. Et donc ça peut frustrer pas mal de monde. Bah, cette fois-ci encore, c'est Nizzolo. Nizzolo fait une bonne saison hein, ici chez UAE dans la carrière. Il revient de très très loin. Regardez sur ce sprint, c'est assez bien joué. Il revient, voilà, et après il va s'imposer très très clairement face notamment à Arnaud Démare. Il a pris la bonne roue, Nizzolo. Et c'est encore une fois une belle victoire. Je me souviens que sur cette année-là, il y a eu Gant-Wevelgem qui a été pris par Nizzolo. Et c'était là encore assez fulgurant. Il s'était pas fait voir de toute la course. Et puis, il est sorti pile au bon moment pour écraser le sprint massif. Voilà. Étape 4 à présent. On rentre enfin dans des types d'étapes sur lesquelles nous, on va avoir un petit peu plus d'influence. En tout cas, la possibilité de s'amuser et d'essayer d'avancer nos pions tout doucement. Je vise clairement le classement général. Hein. Je ne sais pas si la victoire, c'est raisonnable de la viser, mais en revanche, le top 5, oui, c'est raisonnable. On a quand même eu des preuves sur les épisodes précédents qu'avec cette équipe alignée, là, on pouvait faire de belles choses. Là encore, surtout sous pic de forme. Hein, bien sûr, là, on est déjà en fait de nouveau sur une phase de préparation de la toute fin de saison. Mais pour ça, ils iront aussi après, ils iront faire quelques classiques. Et puis, ils iront sur le Tour du Benelux. Voilà, j'espère que le nombre de jours de course sera suffisant, mais je le pense. En ayant un petit peu regardé la planification, ça devrait jouer. On devrait avoir notre pic, peut-être même au championnat du monde. Championnat du monde que je jouerai, je crois que c'est avec le Kazakhstan. Donc ça va être très très tendu, parce que je crois qu'on est sur un parcours qui n'est pas très favorable. Voilà. Alors, fin d'étape, numéro 4. Ici, en fait, on a essayé d'emmener avec Moscon, on a essayé d'emmener Lutsenko, qui finalement a été peut-être qu'on aurait dû aborder, je pense, avec un placement un tout petit peu meilleur, mais je ne pense pas que ça aurait quand même tout changé. Adam Yates était réellement le plus fort sur cette bosse. Et puis je regrette de ne pas avoir appliqué un conseil que quelqu'un m'a donné, et qui me paraît être un bon conseil en fait. C'est plutôt que sprinter, plutôt essayer de faire sur ce type de difficulté finale, c'est-à-dire un mur assez raide, plutôt faire de l'effort curseur 99 plutôt que de lancer le sprint de loin. Ah, mais malheureusement, quand je m'en suis souvenu, en voyant le ralenti, je m'en suis souvenu parce que j'ai trouvé que ça ressemblait, toute proportion gardée bien sûr, mais ça pouvait ressembler à un petit mur de 8 et je me suis souvenu qu'il y avait quelque chose à faire de meilleur. J'espère pouvoir le proposer prochainement. En tout cas, Lutsenko est placé, Moscon l'est également, Van Aert aussi, et on se retrouve de nouveau. Alors, celle-là est estampillée vallonnée d'étape, mais je ne pense pas qu'elle le soit tant que ça, et on
On verra si c'est vraiment le cas ou pas. Pour moi, un sprinter qui, je sais pas, un Michael Matthews, même à la limite un Trentin, doit s'imposer, par exemple, sur ces étapes-là. Vous savez, ce type de sprinter qui... Ou alors un Van Aert, peut-être. Un Van Aert. Ce type de sprinter qui, dès que ça devient un petit peu plus difficile, va s'imposer quasiment à tous les coups. Bah là, c'est ce qui va se produire. Non, regardez Gianni Moscon qui revient. Ah, hélas, c'est trop tard en fait. Il revient, mais insuffisamment. On a failli damer le pion à Van Aert sur ce coup-là, mais il était vraiment au-dessus. Ballerini aussi aurait pu prendre ça. Ça, c'était vraiment des choses accessibles à ce magnifique sprinter avec lequel j'ai tant de plaisir à jouer avec De Koning Quickstep. Plus de plaisir, moi, à jouer avec Ballerini, par exemple, qu'avec Sam Bennett. C'est incomparable, en fait. Ou même Caleb Ewan, ou quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus amusant de jouer avec un sprinter outsider qu'un sprinter ultra favori. Toujours est-il que, vous voyez, il y a une bonification à la clé pour Van Aert sur ce coup-là. Et cette bonif va lui permettre d'avoir à ce stade 10 secondes sur Moscon et je crois 16 sur Lutsenko, ce qui signifie qu'en fait on est placé. Pidcock, Egan Bernal par exemple sont en embuscade, Charman peut sur un malentendu largement se replacer, hein. Il y a encore de l'incertitude, il y a encore pas mal d'incertitudes au moment d'aborder les deux étapes qui sont probablement avec la 4 les deux plus importantes, les deux capitales de ce Tour de Pologne. Et donc, étape 6, ici, est très difficile. Pourtant, elle est courte. Hein. Elle est courte, tout comme d'ailleurs le sera l'étape 7, tout comme l'ont été d'ailleurs d'autres étapes précédentes. Ce ne sont pas des longues distances, donc le facteur endurance n'intervient pas tellement. Ce qui va plus intervenir, puisque nous sommes sur des raidillons, des enchaînements de bosses, ça va être plus la résistance. La résistance, la note de vallon. On peut même imaginer que sur certains très forts pourcentages, il y ait une note de montagne qui joue un rôle dans le jeu. Et indéniablement, la note de descente joue un rôle au nom de quoi ? Au nom de la récupération. Parce que vous savez que la note de récupération n'a aucun impact en course. Hein, rec, c'est pour entre les étapes. C'est après les courses. La récupération, c'est pas en course. C'est plutôt vous allez récupérer en descente si vous avez une très bonne note de descente, vous allez récupérer en plaine si vous avez une bonne note de plaine, etc., etc. Et donc à cet égard, franchement, on a un petit coup à jouer, je pense. Hein. Je vais tenter ici de sortir avec Alexei Lutsenko sur cette étape. Nous nous retrouvons ici à 3 avec une petite avance. Attention, ces bosselets, voilà, j'ai attaqué pour essayer de basculer tout seul. Et ensuite, on sait que dans une descente, c'est assez difficile de reprendre un très bon descendeur. Et c'est ainsi qu'on va, comme ça, aller chercher notre étape. Mais regardez, très très joli rapproché de Van Aert sur la toute fin. Pidcock aura été aussi très réactif. Valentin Madouas également. Moscon, vous l'avez compris, donc, s'est sacrifié pour permettre à Lutsenko d'aller nous chercher la victoire d'étape qui pouvait aussi être un objectif. Hein, sur ce Tour de Pologne, j'aime bien essayer d'avoir une victoire d'étape dans ces situations-là. C'est le cas. C'est plus pour l'honneur que pour l'argent désormais, puisque on a vu que ça avait un petit peu changé maintenant. Au général, avant d'aborder l'étape 7, nous sommes maintenant avec 12 secondes, voilà. Il y a 5 hommes qui peuvent encore gagner le général. Pidcock, Madouas en embuscade, Charman pas si loin, et Lutsenko est à 12 secondes de Wout van Aert, qui est quand même grand favori. Parce qu'on la connaît, celle-là, d'étape... voilà, si vous l'avez déjà joué, vous voyez très bien de quoi je parle. La dernière montée, qui précède l'arrivée, elle ne comporte que de forts pourcentages dans le début. Et malheureusement, ensuite, c'est du 3, 4%, 5% max. Mais ça, Van Aert, ça lui fait pas peur. Donc s'il faut faire une différence avec Wout pour essayer de lui piquer ce Tour de Pologne, il faudra essayer de le faire avant. Il faut aussi en avoir les moyens. Donc
s'apercevoir que bien que l'étape soit assez courte, écoutez, qui dit étape courte en général, en plus dit étape peut-être un peu plus intense. Il y aura un vrai crémage. J'ai pas eu le soutien très très violent de certains équipiers qui se sont quand même vite essoufflés. Je pense à Gogol, Kovi surtout, ou bien même Biryukov. Ce qui fait que au moment où ça sort là, je pense que j'aurais dû y aller en fait. J'aurais dû y aller. Allez, c'est pas fini. On a la Bernal qui fait une magnifique contre-attaque. Lui, Bernal le seul à avoir repris les 3 hommes qui étaient sortis juste avant. Et derrière, je me dis qu'en fait, si on veut tenter quelque chose, c'est maintenant. Donc on va essayer d'y aller sur l'effort curseur pour sortir. Et derrière, j'en place une accélération. On repasse en effort curseur pour essayer de maintenir un petit écart sur Van Aert qui, regardez, en fait ne s'en laisse pas compter, mais une seule seconde. Van Aert, beaucoup plus fort sur cette situation, surtout que ça finit avec peu de pourcentage. Finit à 1%, 2%, quoi. Bon, on a compris, la machine Van Aert ne sera pas battue sur ce coup. Moi, je pense que vraiment, c'est dommage qu'il n'ait pas été sur le Tour. Je pense que avec ces notes-là, Van Aert, ça gagne un Tour de France tous les jours, en fait, sur PCM. Sur PCM, j'ai dit. Bienvenue dans un jeu. Mais voilà. Ok, c'est Serrano qui arrache la victoire à un Romain Barguil qui est passé désormais sous pavillon Bahrain Victorious. Ouais, ça va se jouer à très très peu de choses. Et puis finalement, de manière assez symbolique, derrière le sprint pour la victoire d'étape, de manière très symbolique, c'est Van Aert qui franchit avant Lutsenko. On a donc ici notre hiérarchie sur ce Tour de Pologne. Van Aert s'impose et nous ne sommes quand même pas trop ridicules. Bonne 3e place d'Egan Bernal, qui n'était pas exactement sur son terrain, donc voilà, ça reste quand même une bonne perf. Et les maillots distinctifs défilent assez rapidement. Voilà, c'est un intérêt réduit à ce stade-là. Je vous proposerai prochainement de la Vuelta, mais je pense pas seulement, et on essaiera de faire un montage qui soit pas trop long pour cette Vuelta, sur laquelle voilà l'équipe que j'aligne. Vous avez un leader à 74, et puis pas mal de coureurs un peu faibles, mais bon voilà. C'est aussi le charme de cette partie. Voilà, je vous laisse. À très vite, bye bye.